Comment faire une analyse de la finale de la Coupe du Monde de rugby? J'aurais beau revoir le match 10 fois, je suis intimement persuadé que je découvrirai de nouvelles choses à chaque fois. Quand tu as les deux nations, détentrices de 3 titres mondiaux chacune, qui dominent la planète rugby depuis des décennies, tu as juste à ouvrir grand tes yeux et à apprendre. Tu as plein de choses à apprendre. Et j'ai découvert de nombreux détails hallucinants du très très haut niveau à travers ce match. Vraiment, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'accorde beaucoup d'importance aux détails. Ce match est pour moi une succession de détails impossible à voir en direct car tout va trop vite. Et je me rends compte de mon ignorance sur le rugby professionnel quand je vois cela. Non pas que les autres nations ne soient pas invitées, car je suis convaincu que l'Irlande et la France avaient leur place lors de ce match, mais le sport est dur, parfois même cruel. Je pourrais survoler ce match avec des généralités, en vous disant que les All Blacks sont très bons techniquement, que l'Afrique du Sud a un jeu en 1-3-3-1 qui consiste à défier frontalement ses adversaires et à jouer au pied dans les couloirs, et que les arbitres ne sont pas bons, mais ça ne serait pas rendre hommage à cette finale à laquelle j'ai assisté. Alors ce débrief, il va être dense. Très dense. Je ne parlerai pas de l'arbitrage, mais uniquement du jeu des Box et des Blacks qui m'ont donné l'occasion de voir un des matchs les plus beaux qu'il est possible de voir. Maintenant que la Coupe du Monde est passée, on va tous pouvoir redescendre un petit peu en pression et se reposer un petit peu avant de retrouver les émotions fortes des compétitions internationales. Parce que oui, le tournoi destination arrive vite, très vite. Avec plus de 40 vidéos écrites, tournées, montées pendant 2 mois, honnêtement, j'avais besoin de me reposer. Peut-être que vous aussi, si vous les avez toutes regardées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la vidéo, elle est sponsorisée par un expert du sommeil, Emma. Leur mission, apporter leur expertise sur le sommeil pour nous réveiller le matin avec l'envie de conquérir les terrains. Je tiens un gîte sur la commune de Turcan et le sommeil est l'une des choses les plus importantes quand tu reçois chez toi. Personnellement, j'ai opté pour le best-seller, Emma Original. C'est le matelas le plus vendu en France sur les années 2020 et 2021. Ses 4 couches de confort, son accueil souple, et son soutien ferme rendent les nuits ultra agréables. Surtout quand tu as passé une journée entière, pour ma part, à crapahuter sur les terrains, mais pour les gens que j'accueille à faire du vélo toute la journée, tu vois une vraie différence sur le repos. Globalement, peu importe le matelas que vous prenez, vous ne pouvez pas vous tromper. Ils ont tous une mousse à mémoire de forme, un soutien et un confort primé, une adaptation à toutes les formes corporelles et styles de position, parce qu'on ne dort pas tous dans la même position, et la technologie Ergocell, qui favorise la circulation de l'air et qui vous permet de rester au frais plus longtemps. Et en prime, tu as la possibilité d'essayer ton matelas pendant 100 nuits. Oui, tu as bien entendu, 100 nuits. Parce que le sommeil, ça n'a pas de prix. Moi, je trouve ça ultra important pour moi personnellement, parce que quand je suis fatigué, je suis pas de bonne humeur et les vidéos, je suis un peu énervé dessus. Et pour les gens qui viennent dans mon gîte aussi, c'est important qu'ils puissent bien se reposer. Et en plus, vous avez la possibilité d'avoir 10% de réduction avec mon code promo UPRUGBY. Les 10% sont valables 2 semaines et en plus, ça se cumule aux offres du Black Friday jusqu'au 4 décembre. Qui est juste dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé. Alors, il ne faut pas hésiter là-dessus, c'est pas souvent qu'on achète un matelas, mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de se réveiller en forme le matin. Ce débrief, il va être long, il va être intense, mais qu'est-ce qu'il est bon. Honnêtement, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas pris autant mon pied sur l'analyse d'un match. Merci à tous parce que vous me suivez, vous m'avez fait grandir pendant toute la Coupe du Monde. Ça va continuer après, juste je me prendrai 2 petites semaines de vacances, mais mes petites cochonnes et mes petits cochons, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, parce que je me suis vraiment donné sur cette analyse. Allez hop, on est parti pour le débrief. Les Springboks ont l'art de surprendre, d'avoir des idées peu communes, et surtout, et pour moi c'est la part la plus importante, de jouer pour un idéal, une nation, avec des joueurs à son service et non pas des stars. Le staff des Box n'a que faire des avis des uns ou des autres. Comme tous les staffs, ils font des paris qui des fois sont bons et d'autres fois sont mauvais. Mais ils ont cette capacité à déstabiliser les adversaires et à croire en leur idéal. Rien ni personne ne pourra les arrêter car ils savent d'où ils partent et où ils vont. Les idées qu'ils ont sont faites pour manger le cerveau de l'adversaire. Quand on gagne, c'est toujours difficile de critiquer les choix. Mais leur gestion de l'effectif et des égos des joueurs est exemplaire. Prenons la composition de cette équipe lors de la finale. Après avoir passé une phase de poule avec 6 remplaçants devant et 2 remplaçants 3/4, ils ont même poussé le vice un peu plus loin. Ils ont innové en proposant un banc avec 7 avant et un 3/4. Une équipe qui est déjà dure au mal du 1 au 8, qui est capable de changer 7 joueurs sur le paquet d'avant pour finir les matchs. Ce n'est plus la bombe squad, c'est la nucléaire squad. Et que tu le veuilles ou non, en faisant cela, tu rentres dans la tête de tout le monde.
supporters et adversaires, comme une équipe qui joue pour faire mal, une équipe qui aime le défi physique. Mais n'est-ce pas tout simplement de l'intox pour qu'on se focalise sur le défi physique contre eux, quitte à oublier qu'ils sont capables de se faire des passes et qu'ils sont passés maîtres dans l'art de la stratégie d'un match. Car en quart de finale, ils passent avec un banc en 5-3. Improbable, et personne ne les attendait là-dessus. En demi-finale, ils sortent Libok, leur numéro 10, à la 30e minute de jeu. Imagine un peu le scandale en France si Galtier faisait sortir son 10 avant la mi-temps. Il se ferait crucifier sur place dans la presse par les supporters. On envisagerait même de remettre en question son poste de sélectionneur. On parlerait peut-être même d'une déchéance de nationalité. Côté Springboks, la sortie de Libok n'est pas une sanction qu'il met aux joueurs. C'est simplement que le staff il entraîne pour gagner. Libok, mon pote, tu es un animateur, un joueur de ballon. Mais par contre, pour gagner le match, j'ai besoin d'un joueur qui joue bien au pied. Alors c'est pas un match pour toi. Et on continue d'imaginer Romain Ntamak, ton 10 depuis 4 ans qui a joué titulaire le quart de finale et la demi-finale, tu ne le fais pas commencer titulaire la finale. Pire, il n'est même pas sur la feuille de match. Eh bien c'est le pari des Box. La charnière titulaire en quart de finale et en demi-finale de la Coupe du Monde n'est pas sur la feuille de match de la finale. Il propose un banc en 7-1 avec un seul talonneur pour dépanner. Alors c'est un sacré pari. Et là-dessus, il y a 2 joueurs que tu ne souhaites pas voir se blesser. Ton numéro 9, parce que tu n'as pas de remplaçant numéro 9, et ton talon. Car lorsque Karl Marx est blessé en début de tournoi, il ne rappelle pas un talon, mais il rappelle Pollard. Et Foury, qui est 3e ligne, bascule talon. Et la finale, c'est de la chance. Et ils en ont pas. Au bout de 3 minutes de jeu en finale de la Coupe du Monde, ton seul talonneur de métier, Mbonambi, se blesse. À ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Et les Box, ils n'ont gagné que 60% de leurs touches sur cette finale. Ils ont gagné 6 touches sur 10. Tandis que les Blacks, ils ont gagné 20 sur 22. Imaginez-vous le déchet et la différence du nombre de ballons. A l'inverse, les Box, ils ont eu 11 mêlées, tandis que les Blacks, ils en ont eu que 2. Les Blacks, ils ont eu la possession de la balle. C'est un fait. Et les Box, j'en suis convaincu, leur ont volontairement laissé cette possession, mais en choisissant les ballons que les Blacks allaient jouer. Je m'explique. Lors de l'entame du match, les Box y réceptionnent le coup d'envoi et ils sortent le ballon directement en touche. Sur les réceptions suivantes, dès que les Blacks ils ont pris un carton jaune, les Box ils décident de laisser le ballon sur le terrain. En réalité, ça semble normal, ça a marché contre la France. Fatiguez-vous à essayer d'attaquer, nous on sera présents en défense. D'autant plus que la Nouvelle-Zélande est à 14 avec le jaune de Fritzel rapidement, alors allez-y les Kiwis, attaquez. Les Blacks, ils avaient décidé de décrocher Monga dans le champ profond. Systématiquement, les Box sont allés le chercher. Imagine que tu fais sortir le 10 adverse de son match. Il fera peut-être des fautes de main, il pensera à autre chose. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Les Blacks jouent comme les Box en 1-3-3-1, avec des petites variations. Peut-être plus de pivots chez les Blacks pour déplacer le ballon. Mais quand il pleut, c'est difficile de déplacer la balle sur la largeur. Les Blacks, ils ont commencé le match avec un 1-3-3-1 dans lequel ils jouaient très très proches les uns des autres. Je pense que cela est dû à 3 raisons. La première, tu limites les distances de passe et les fautes de main. La seconde, tu as cette rush défense des Box qui est infernale. Si tu les obliges à rusher dans des espaces qui sont plus restreints, tu libères de la place sur les extérieurs et pour toucher les couloirs, ça sera plus facile par la suite. Et la troisième, c'est que les Blacks, ils aiment aller toucher ces couloirs et ils sont très forts pour jouer les retours. Même avec beaucoup de joueurs présents. Les retours, c'est quand le ballon se déplace dans un sens et que tu inverses le sens de jeu. Leur justesse technique leur permet d'exploiter des décalages dans des espaces restreints. C'est une des nations les plus fortes sur ce secteur. L'enjeu pour les Blacks en attaque, c'est donc de déplacer ce bloc défensif Springboks qui t'agresse en permanence. Pour déplacer ce bloc, tu peux allonger les distances de passe ou tenter de passer par le 10 avant de solliciter ton bloc de 3 joueurs. Car si tu passes par le 10, les défenseurs ils devront parcourir plus de terrain pour alimenter le sens de jeu. Mais quand tu passes par le 10, tu ajoutes une passe supplémentaire. Les passes, tu les fais vers l'arrière et quand tu te fais des passes, les Box ils montent. On a assisté à des séquences où les Blacks perdent 15-20 mètres en attaque. Et c'est là où normalement les Blacks sont très forts, les inversions ou les retours. Même si tu perds du terrain, en inversant le sens de jeu, ils sont capables de générer de l'avancée. Et ils ont eu les opportunités, mais ils n'ont pas réussi à toucher les couloirs à chaque fois. Et notamment sur l'entame de match avec des erreurs de lecture flagrantes. Sur cette action, en perdant du terrain, ils ont l'opportunité par un jeu en pivot d'aller chercher les extérieurs.
Mais une erreur de lecture, une simple petite erreur de lecture leur fait perdre le temps d'avance qu'ils avaient et la défense des box circule et se remet à l'équilibre. Et les erreurs de lecture peuvent arriver, c'est normal, mais on en arrive à des situations qui les mettent en danger. Par exemple, sur la première touche, ils optent pour une déviation et aller chercher les extérieurs pour jouer au pied en bout de ligne. Pourquoi pas, c'est une option, car la touche elle a été propre, la déviation s'est faite sans encombre. Tu fais bouger les ailiers et le troisième rideau adverse, et là où il pleut, tu vas enfermer l'adversaire proche de son embut en jouant au pied en bout de ligne. Mais les joueurs ils s'adaptent, si la touche elle n'est pas propre, ils sont obligés de modifier leur lancement de jeu, car la défense aura un peu d'avance sur l'attaque et risque de les coffrer au centre du terrain, voire d'isoler le porteur du ballon de ses soutiens. Changer ton lancement initial, c'est ce qu'on appelle de l'adaptation tactique. À un moment donné, tu adaptes tes conduites par rapport aux situations que tu vas percevoir. Par exemple, sur cette touche, ils se font contrarier dans l'alignement, mais ils conservent la possession du ballon et ils ont la possibilité de lancer le jeu. Et là, on a Will Jordan qui se dit qu'il doit attaquer la zone de rupture au niveau de l'arbitre vers le talonneur Mbonambi. Ce sont des lancements qu'ils ont l'habitude de faire et évidemment, si tu peux aller chercher la zone de leur seul talonneur de métier, tu peux supposer qu'il va se fatiguer un petit peu plus vite au cours du match. Mais le porteur du ballon, lui, il se dit que la touche est propre et qu'on continue sur le lancement de jeu initialement prévu. Donc, on va déplacer le ballon. Et là, tu te retrouves avec une passe pivot pour personne. Tu as Will Jordan qui pense qu'il doit attaquer à l'intérieur du premier défenseur. Et tu as le porteur du ballon qui pense que Will Jordan va venir en pivot dans le dos. Et les Blacks, là, ils prennent une pression monstre. Une simple erreur d'appréciation amène à des situations dangereuses à ce niveau-là. Et il faut reconnaître, les Bucks sont forts en défense. Très forts. Et quand je parle de défense, c'est pas que de la rush défense. Sur tous les secteurs défensifs, la défense individuelle, la défense après le jeu au pied, la défense après franchissement, la circulation défensive, la communication, les contests et ainsi de suite. Et avec des principes qui peuvent te paraître très simples, mais également des gestes très travaillés. Par exemple, ils ne font aucun contest dans leurs 30 mètres. Vous avez vu les Bucks prendre une pénalité dans leurs 30 mètres pour un contest? Eh ben non. Ils choisissent tout et ils orientent tout. Prenons cet exemple avec Etzebeth. Il a la possibilité de venir contester. Les soutiens offensifs Blacks sont en retard. Et non, il ne va pas contester. Il se retient d'aller contester pour ne pas se mettre à la faute et ne pas prendre le risque de prendre une pénalité. C'est hallucinant. Il n'y a personne en face et il n'y va pas. Et là, je vais peut-être vous surprendre un petit peu plus. Comme toutes les équipes, ils vont chercher à ralentir les sorties sur les rucks, à faire des plaquages à deux sur lesquels ils maintiennent les joueurs 2 secondes en l'air pour laisser le temps à la défense de s'organiser. Ça, c'est normal, toutes les équipes le font. Mais ils ont ce côté, comme d'autres équipes évidemment, à venir gratuitement consommer des attaquants dans les rucks. Si tu prends l'exemple de Colissi, c'est de bonne guerre, hein, mais il voit un Black, il va le prendre et littéralement le mettre sur le dos. Pourquoi ? Tout simplement, le joueur va perdre un peu plus de temps pour se remettre debout et devenir utile à son équipe, parce que ça énerve, que c'est un adversaire qui sera en retard pour la suite. Et c'est pareil pour Kitchoff. Aucune méchanceté, aucune brutalité. Simplement, il le prend, il le met sur le dos. C'est presque fait avec amour et attention, mais avec une volonté de mettre les adversaires en retard. Les joueurs ont une parfaite connaissance du règlement et ils flirtent en permanence avec la règle pour gagner du temps, de l'espace ou tout simplement arrêter le jeu. On va commencer avec cette mêlée Faf de Klerk. Normalement, le demi de mêlée ne peut pas dépasser le ballon tant que la mêlée n'est pas terminée. Mais là, il dépasse quand même le ballon. Oui, mais tu as 8 Néo-Zélandais qui se délient juste avant. Que voulez-vous que l'arbitre siffle? La mêlée est-elle terminée ou non? C'est une zone d'ombre pour l'arbitre qui ne peut pas intervenir. Car si tu siffles, tu es obligé de siffler contre Hardy Savea qui n'a plus les épaules en contact avec les secondes lignes alors que le ballon est toujours dans la mêlée. Ça serait sévère, non? Mais si le 8 n'est plus lié à ses secondes lignes, comment est-ce que tu peux siffler le 9 avec une ligne de hors-jeu alors qu'implicitement l'arbitre considère que la mêlée est terminée? Et on se retrouve avec la Faf de Klerk qui pourrit une mêlée des Blacks en étant à la limite du règlement. Mais c'est extrêmement bien joué. Il sait qu'il peut dépasser le 8 qui n'est plus lié puisque l'arbitre considère que la mêlée est terminée. Ensuite, il y a l'esprit du jeu et le règlement. Et là, ils ont repris ce coup de vis qu'ils avaient fait contre la France que je trouve génial. Sur un ballon sorti en touche, le joueur des Bucks qui réceptionnait le ballon reculait, comme s'il allait jouer vite la touche. Pendant ce temps-là, l'alignement se forme et pof, il envoie une passe de 20 mètres au talon pour jouer rapidement alors que les Français étaient en train de se replacer.
Eh bien là, c'est exactement pareil. Colby récupère le ballon, recule, recule. Il joue l'intox jusqu'au bout, il appelle même ses partenaires. Il les appelle. Il fait comme s'il allait jouer, et paf, il t'envoie une passe de 25 mètres pour jouer la touche rapidement. Et il n'y a même pas besoin de lifter pour ça. Les blacks ne sont pas organisés. Mais c'est normal, s'il y a 2 joueurs de chaque équipe qui sont présentes, l'alignement considère qu'il est formé et tu peux jouer la touche. Et donc tu joues avec le règlement, c'est-à-dire que l'adversaire est obligé de monter pour t'empêcher de jouer vite, mais par contre s'il monte, sur une passe de 25 mètres, le ballon se déplace plus vite que les joueurs. Et maintenant on va parler de la partie un peu plus obscure du jeu des box. Quand tu es sur une phase de lutte contre quelqu'un, tu essayes au rugby généralement de passer sous lui. Ça semble normal car tu vas pouvoir le remonter, quand tu vas pousser, tu vas avoir plus de force. Mais tu n'as pas le droit de perdre tes appuis au rugby. Alors il n'est pas rare de voir des joueurs qui sur un plaquage ou un ruck vont poser une main au sol pour se stabiliser et retirer cet appui le plus rapidement possible pour ne pas se faire sanctionner. C'est la règle du pas vu pas pris. C'est normal, cela a toujours été comme ça. Tu joues avec l'arbitre et tu cherches son seuil de tolérance. Tant que c'est sur des plaquages ou des rucks, tu peux comprendre. Là où les box ont été magistraux, et cela depuis le quart de finale contre la France, c'est sur les contests. Quand tu arrives pour contester un ballon, imagine que l'arbitre de champ a plein d'informations à traiter. Et lui, il a un arbre décisionnel quand il arrive pour l'aider. Il va regarder si la hauteur du plaquage est réglementaire, si le porteur du ballon ne se relève pas, si le plaqueur fait l'effort de sortir de la zone, si les soutiens offensifs arrivent bien dans l'axe du ruck, si les attaquants et défenseurs ne perdent pas leurs appuis, s'il n'y a pas de mauvais gestes et de contact tête-tête, éventuellement les lignes de hors-jeu, et si le plaqueur garde le ballon. On le voit tous les week-ends et dans tous les matchs, certains contests sont bons et sont pénalisés, tandis que d'autres ne sont pas réglementaires et sont récompensés. C'est normal, le nombre d'informations à traiter par l'arbitre est tout simplement trop élevé pour regarder comme nous le faisons image par image. Eh bien les box ont, me semble-t-il, réussi à trouver la zone d'ombre et comment donner les bonnes informations à l'arbitre et ne pas lui donner les mauvaises. En fonction du sens de jeu, lorsqu'un joueur vient au contest, il n'hésite pas à poser la main opposée à l'arbitre au sol pour contester le ballon avec la main du côté de l'arbitre. L'arbitre, lui, il n'a pas notre angle de caméra ou notre point de vue. Lui, il voit un plaquage, des soutiens offensifs et défensifs qui arrivent, un défenseur qui a une main sur le ballon et l'autre main du défenseur est cachée. Dès que le joueur est stabilisé et qu'un adversaire va venir l'impacter, au moment de l'impact, il retire son bras du sol. C'est furtif et il vient s'accrocher à l'adversaire et ça se passe du côté opposé à l'arbitre. C'est pas visible pour celui-ci. À la fin du match de la France, le contest il est comme cela et idem contre les Blacks. Le contest de Quagga Smith n'est pas licite, mais il n'est pas visible par l'arbitre. C'est extrêmement bien joué. On pousse le vice un peu plus loin. Il y a des petites fautes que tout le monde fait, comme De Clercq qui est en escorte pour protéger le réceptionneur et qui gêne le black qui vient au contest. Imaginez-vous vraiment que Will Jordan n'a pas la bonne lecture pour venir soit jouer un contest aérien ou soit plaquer le réceptionneur et qui passe à côté. Mais ça encore c'est bon enfant. Moi ce qui me dérange le plus, c'est ce genre de fautes qui sont devenues monnaie courante. C'est ce que j'appelle des fautes utiles. Ton équipe elle a perdu du terrain et l'attaque a une situation très très favorable. Ils ne sont pas assez organisés pour jouer en pivot et déplacer le ballon, mais même s'il passe par un ruck, la situation elle restera favorable pour l'attaque. Eh bien, tu anéantis l'action, tu viens impacter le soutien offensif. Ce sera sanctionné une fois sur 2. Quand tu es sanctionné, c'est pas trop grave. Tu as anéanti une action potentiellement dangereuse qui aurait pu te coûter 7 points, et quand ce n'est pas sanctionné, tu peux récupérer le ballon. Eh bien là, du Toit, il a la possibilité de ne pas toucher le soutien offensif, mais il le fait pour tuer l'action et l'annihiler avant qu'elle ne commence. Et cette fois-ci, il a été pris, il prend une pénalité. Mais un peu plus tard, à 5 mètres de sa ligne, sur un ballon porté, il se retrouve dans une situation similaire. Eh bien, même sanction, il déconnecte le porteur du ballon de son soutien offensif. Le contest des box, il n'aboutira pas dans ce cas-là. Mais par contre, ça va retarder le ballon et c'est juste assez pour ralentir le ballon. C'est extrêmement bien joué et intelligent. Et il faut avoir la lucidité, dans ce genre de situation, de le faire passer pour un accident de jeu. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est volontairement que tu viens impacter le soutien offensif, mais tu le fais passer pour un accident de jeu. Et attention, toutes les équipes ont des petites choses comme cela pour déconnecter les soutiens offensifs, te leurre pas. Et tu cherches en permanence à déconnecter tes soutiens offensifs et tes soutiens défensifs. Si tu prends les Blacks qui sont pas en reste, regarde cette action où le mec il vient juste camper pour isoler le porteur du ballon.
Et c'est pas fait du tout avec discrétion, mais par contre, il déconnecte totalement le porteur du ballon des Bucks de son soutien offensif. Et pour en revenir aux runners des Bucks, ils ont été exceptionnels, tant sur le plan offensif que défensif. Les runners, c'est les deux joueurs, les troisième ligne généralement, qui sont dans le couloir des 15 mètres. Si Colissi et du Toit ne vivent pas l'action présente, ce n'est pas des joueurs qui vivent dans le présent, mais ils vivent dans l'anticipation de l'action d'après. C'est incroyable, ils vivent dans le futur. Alors oui, quand ils sont dans le présent, ils font des choses extraordinaires. Quand tu prends cet exemple, ils vont faire un plaquage à deux, se remettre sur leurs appuis et être disponibles dans le jeu avant même que les Blacks aient pu sortir le ballon et refaire un plaquage à deux sur l'action suivante. Incroyable. Mais quand je te parle de la capacité d'anticipation de ces joueurs, c'est plutôt cela. On part d'une tentative de drop des Bucks, où du Toit il sprint vers les 15 mètres opposés immédiatement, et sur la contre-attaque suivante, Colby qui met un jeu au pied, tu te retrouves avec du Toit en premier défenseur. C'est le premier à plaquer et à être en pression. Il a cette capacité à venir couper, choisir quand venir couper les actions pour ne pas qu'elles commencent. Et si tu prends cette action, les Bucks y perdent une touche. Colissi sait que l'urgence c'est dans le couloir opposé. Il anticipe directement la perte de terrain des Bucks pour venir couvrir au fond. Et là, tu as du Toit qui te met un caramel et qui fait exploser le ballon. C'est juste incroyable. Mais revenons à l'attaque des Blacks, car ils ont beaucoup tenu le ballon. Et comme je le disais au début, ils ont malheureusement fait quelques erreurs de lecture qui leur sont préjudiciables. Et ils ont réussi à faire sauter la défense agressive des Bucks dans plusieurs cas. Sur les retours, lorsqu'ils ont réussi soit à passer les jeux en pivot, soit sur des retours courts avec des petits surnombres à jouer. Et ceux-là, ils sont très forts là-dessus. Quand tu regardes la qualité de ce 3 contre 2 avec une défense qui est en contrôle, c'est juste incroyable. On ne s'en rend pas compte, mais gérer un 3 contre 2 comme ça, dans un si petit espace avec une défense qui te contrôle, c'est extrêmement difficile. Et ensuite, comme on l'a vu quelques fois avec quelques équipes contre les Bucks, c'est ces fameuses triples sautées où tu ne t'embêtes pas et tu vas directement chercher le joueur dans le couloir. Après, une des caractéristiques du jeu des Blacks, c'est généralement leur contre-attaque. Ils sont très très forts sur les contre-attaques. Ils sont extrêmement forts sur ce secteur de jeu. Et je pense que les Bucks, leur meilleur ennemi, le savent mieux que quiconque. On sent qu'ils ont eu cette volonté de couper les contre-attaques très tôt. Ils ont voulu en fait empêcher les Blacks de contre-attaquer. Et ça a plutôt bien marché. Mais déjà, ils ont évité de rendre des ballons avec du jeu au pied long. Et ils ont mis beaucoup plus de jeu au pied de pression. Et de leur côté, les Sudaf, ils ont eu cette capacité à ne pas prendre la pression sur le jeu au pied des Blacks en l'inversant instantanément. C'est incroyable. Prenons cet exemple. On a une chandelle des Blacks. Will Jordan, il monte et les Blacks mettent une grosse pression au box à la tombée du ballon. Tu as De Klerk qui va déplacer le ballon et qui va prendre l'information sur la couverture des Blacks. Il sait que le 9 néo-zélandais, il est dans le premier rideau défensif et que l'ailier des Blacks est dans le ruck. Il y a donc deux arrières qui ne seront pas en couverture. Il prévient son 10. En se relevant du ruck, regardez l'action de Colby qui retarde volontairement Will Jordan en se replaçant. On a Jordan qui se replace en râlant et en s'énervant. Normal, tu te fais brancher sans raison apparente. Sans raison apparente, c'est pas vrai. Car Pollard joue immédiatement dans la zone de fracture juste derrière Jordan et devant Mounga. Les Blacks y reprennent une pression monstrueuse dans leur camp. Donc l'action, elle se résume à les Blacks montent une chandelle pour mettre la pression au box. On a un temps de jeu et ils se retrouvent sous pression dans leurs 22 mètres. C'est incroyable. Et oui, les Bucks, ils ont mis des jeux au pied de pression et de la même manière que cela avait été dur pour la France, cela a été extrêmement compliqué pour les Néo-Zélandais. Ils sont restés avec leur ailier qui jump pour attraper le ballon et un troisième ligne qui rôde dans le coin en attendant un bon coup à faire. Mettre un gros plaquage, attraper un ballon qui traîne après un rebond, qu'importe, le mec, il est là et il n'a pas de pression. Et comme la France qui avait explosé dans ce secteur, je pense qu'on peut dire que les Blacks, ils ont aussi été mis en difficulté. Quand Colissi prend un carton, on se dit que c'est possible pour les Blacks de le faire. Et là, ils ont une pénalité et ils font le choix de la pénale touche. C'est un choix qui a du sens sur le moment, mais moins quand tu connais le score final. Tu sais que la bomb squad box, elle va rentrer. Elle a déjà commencé à rentrer. Tu dois scorer et à ce moment-là, tu évolues à 14 contre 15 depuis le début du match, enfin depuis la 30e minute. Et là, tu te retrouves à 14 contre 14. À ce moment-là, tu te dis, c'est maintenant ou jamais.
Et la fin de match est incroyable d'un point de vue stratégique. À 14 minutes de la fin, les Bucks ils décident de jouer à gratte-temps. Ce petit jeu où tu vas sortir le ballon en touche chez l'adversaire, tu tentes de le contrer en touche et puis tu grattes du temps. À ce moment-là, je me suis dit qu'il n'y allait plus à y avoir de jeu. Les Blacks, ils changent leur numéro 9 et leur numéro 10 et là, ils te mettent un jeu au pied de pression au centre du terrain. Normal, tu as un point en moins, tu as envie d'aller récupérer une pénalité dans le camp adverse, dans les 22 mètres adverses et de mettre la pression chez les Bucks. Les Bucks, ils vont récupérer le ballon juste à l'entrée de leurs 22 mètres et sous la pression des Blacks, ils vont rentrer dans leurs 22 mètres. Ils ne peuvent plus sortir le ballon en touche immédiatement. Ils décident d'ajouter un temps de jeu supplémentaire pour sortir le ballon en touche et continuer leur jeu à gratte-temps. Moi, c'est ce que je me disais. Les Blacks défendent extrêmement bien en refusant la montée défensive pour forcer les Bucks à sortir de leurs 22 mètres. Ils ne peuvent donc pas sortir le ballon en touche. Et là, tu te dis que tu mènes en finale de la Coupe du Monde. Ils vont taper le plus loin possible devant et aller défendre chez l'adversaire. Mais en réalité, non. Je m'en suis rendu compte à l'analyse. Les Bucks ont peur des contre-attaques des Blacks. Tu es en fin de match, tu n'as pas envie de leur rendre un ballon à remonter. Et là, tu as Faf de Clerc qui monte un box kick pour contester le ballon à 40 mètres de son en-but. C'est-à-dire que les Bucks, ils préfèrent jouer un duel aérien dans leurs 40 mètres plutôt que de rendre un ballon à l'adversaire loin de leur en-but. C'est incroyable. Et à ce moment-là, personne ne s'y attend chez les Blacks. Eux, ils ont préparé leur couverture à 3 joueurs dans le champ profond. Et donc, tu as Faf de Clerc qui te met ce jeu au pied de pression dans une zone morte. Les mecs du fond du terrain sont trop loin pour pouvoir venir contester le ballon et tous les autres courent vers l'arrière. Et l'action se termine par un en avant des Blacks. Les Bucks récupèrent une mêlée et tu te dis ok, ça va occuper le terrain. Mais non, en réalité, ils ont décidé, les Bucks, de ne pas rendre la possession aux Blacks. Ils ont décidé de les sevrer de ballon, de les priver de ballon. Ils sont un de plus derrière, car le pauvre Jordy Barrett, il a été missionné pour remplacer Sam Cane sur les mêlées. Donc, il doit pousser en mêlée et décrocher très rapidement pour aller couvrir le terrain dans le champ profond. Parce que les Bucks, eux, ils déplacent le ballon sur l'aile, sûrement pour pousser au pied et jouer à gratter du temps. Mais non, en fait, dès qu'ils déplacent le ballon, en bout de ligne, ils décident de garder la possession. Et rebelote à la 74e minute, ils gardent le ballon sur une mêlée pour ne pas rendre la possession. Malgré tout, les Blacks ils vont obtenir une pénalité sur une faute utile de Colby. Et avec un en avant volontaire évidemment sanctionné d'un carton jaune. Et c'est Jordy Barrett qui va tenter de tirer. Et malheureusement, il ne la passe pas pour les Blacks. Mais quand tu vois l'activité que Jordy Barrett il a eu en attaque sur les courses pour couvrir le terrain après les sorties de mêlée, tu te dis que c'est peut-être trop loin pour lui. Après, c'est toujours facile d'y penser. Mais sur le moment, je pense que tu vois pas d'autre alternative que de la tenter. Et quand tu vois l'activité de Clerc sur une des dernières actions, il y a une mêlée Black. Le 9 est au plaquage, il se relève, va contrer un coup de pied. Tu te dis que ces joueurs n'ont pas la même source d'énergie que le commun des mortels. C'est un des plus beaux matchs que j'ai eu l'occasion de voir. Encore une fois, un gros merci à tous de m'avoir soutenu pendant la Coupe du Monde et d'avoir fait que ça puisse vraiment exister maintenant, c'est-à-dire que je peux continuer de produire des analyses. Pour ceux qui veulent me soutenir, vous savez que vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi faire des dons en lâchant des petits tips. Pour ceux qui veulent me soutenir plus quotidiennement, que je puisse continuer à produire des analyses, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Et pour les entraîneurs, il y a une partie membre où ça va être des analyses qui sont beaucoup plus poussées avec des formations sur des secteurs de jeu, etc. Comme je vous l'ai dit, un gros merci aussi à Mathieu le monteur. Je vais me prendre 4 jours de vacances à l'île d'Oléron, une petite semaine pour souffler. Et on se revoit d'ici environ une dizaine de jours pour repartir sur la suite. Allez, topette!